Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière séance du séminaire de l'IPEAT, qui est une séance un peu spéciale puisqu'elle est organisée en partenariat avec l'Institut des Amériques, avec le séminaire Perspectives transaméricaines, plus exactement, de l'Institut des Amériques. Et c'est une séance qui est en hybride, donc qui est filmée ce qui ne nous empêchera pas en présentiel de poursuivre en fait les discussions après 1h30 écoulée. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le thème de l'eau et plus précisément de la sécheresse. Et donc, cette séance est intitulée Gestion des sécheresses dans les Amériques, entre politiques publiques et initiatives locales. Et une des particularités de cette séance, et l'Institut des Amériques tient aussi à favoriser ce dialogue, c'est donc un dialogue à la fois entre des disciplines, mais aussi entre des lieux d'enquête dans les Amériques. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, avec deux présentations pour trois intervenants. Donc, dans une première partie, il va y avoir Joan Cortines Munoz qui va présenter une séance intitulée Le champ des politiques hydriques dans l'Ouest états-unien, éléments d'interprétation des instruments d'action. Alors, Joan Cortines Munoz est maître de conférence en sociologie à l'Université de Bordeaux, chercheur au Centre Émile Durkheim et chercheur associé à la chaire Santé de Sciences Po Paris. Ses recherches portent actuellement sur les ressorts, mais aussi les blocages, à l'écologisation des politiques publiques dans les domaines de l'alimentation et de la gestion des ressources naturelles, à partir d'une sociologie de l'État et de l'administration couplée à une sociologie de l'action publique multiniveau. Alors, il a plusieurs terrains de recherche qui couvrent différentes régions en France, en Espagne et dans les Amériques, et vous allez le voir à présent pour sa présentation qui est située dans le Colorado aux États-Unis. Il a publié de nombreux articles et ouvrages, dont le plus récent s'intitule Le champ des politiques hydriques, enquête sur la gestion de la sécheresse dans le sud-ouest des États-Unis, article qui a largement inspiré sa présentation d'aujourd'hui. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Alexandra Angelium Descamps et Victor Manuel Salas Aguilar pour une présentation commune, même si elle a deux voix, autour de la gestion de l'eau dans le nord semi-désertique au Mexique. Alors, Victor Manuel Salas Aguilar est enseignant-chercheur à l'Université Autónoma de Ciudad, plus particulièrement à Chihuahua, dans le canton de Chihuahua, au Mexique. Il est spécialisé en hydroinformatique, hydrogéologie et gouvernance de l'eau. Il est très impliqué dans la recherche-action, membre du comité des Cuencas de la Laguna de Bustillos, dans le cadre de la démarche de gestion de l'eau, membre de l'Observatoire participatif socio-écologique de la Laguna de Bustillos, et il est aussi impliqué dans l'Observatoire de la réserve de la biosphère de Mapimi, première réserve de biosphère dans le monde. Donc, merci d'être avec nous. Merci. Et Alexandra Angelium Descamps est maîtresse de conférences au département de géographie, aménagement, environnement de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, rattachée au laboratoire Géode, géographie de l'environnement. Elle travaille sur la gestion des ressources et les espaces protégés à travers différents projets, à travers la mise en œuvre des politiques publiques et leur acceptation sociale en France, en Occitanie par exemple, et en Amérique latine, alors en Colombie, au Venezuela et en Équateur. Et elle travaille plus particulièrement sur les enjeux de gestion de l'eau au Mexique depuis 15 ans, dans le cadre de divers projets et encadrement de thèses. Donc, je vais leur laisser la parole. Moi, je me présente, Laurence Charlier-Zénédine, maîtresse de conférence en anthropologie. Et je travaille pour ma part dans les Andes de Bolivie. Et c'était un peu le but de ce séminaire. Justement, je défavorisais le comparatisme entre les disciplines et entre les terrains d'enquête. Donc, ça me permettra d'animer un peu la discussion
pour élargir un peu le comparatisme en amenant un peu les Andes boliviennes. Donc après leur présentation, je leur poserai quelques questions à tous les trois et puis ensuite nous ouvrirons les questions au public. En priorité, tout d'abord à ceux qui sont en visioconférence, puisque en fait eux n'auront que en fait un quart d'heure pour poser leurs questions et nous pourrons en présentiel prolonger après. Donc, les questions en priorité en visio. Voilà pour les présentations. Et sans plus tarder, nous allons écouter à présent Joan Cortinas pour sa présentation. Merci Laurence. Désolé pour ces débuts un peu accidentés de mon côté. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à D'accord. fait. Et vous m'entendez? Parfaitement. Ok, donc on y va. Donc effectivement, comme tu l'as dit, hein, je vais présenter un travail sur les sud des États-Unis, les sud-ouest, plus concrètement, donc un travail sur l'Arizona et la Californie qui s'est déroulé en 2016, hein, de 2014 à 2016. Donc il date un peu, donc si les changements qu'il y a eu par la suite dans la gestion du stress hydrique dans cette région ne concernent pas mon travail, hein. Ça s'arrête en 2016. Euh, alors, je vais commencer par les débuts. Nous étions donc, c'est un travail collectif hein, qui a été mené par une équipe qui était à Tucson, Arizona, dans une UMI, unité mixte internationale, donc qui travaillait sur les questions de gestion de la sécheresse ou de la crise hydrique qui a eu lieu dans les sud-ouest des États-Unis à partir des années 2000. Et donc, comme nous sommes arrivés donc, sur ces terrains, Californie et Arizona, la première chose qui nous a un peu frappé et qui a été quand même le démarrage de notre enquête, c'était, enfin, on était un peu frappé de voir émerger un certain nombre d'instruments pour faire face à la gestion de la crise hydrique qu'il y avait dans cette région et voir l'émergence de ce que nous avons qualifié par la suite d'instruments néoconservationnistes. C'est-à-dire qu'on voyait émerger en force tout un tas de dispositifs de réutilisation des eaux usées, des recyclages de l'eau, des recharges artificielles des aquifères, de la mise en place d'un marché de l'eau à visée conservationniste, et j'en passe et des meilleurs. Et ce qui nous avait frappé, c'est que cette émergence d'instruments néoconservationnistes pour faire face à la crise hydrique avait lieu aussi bien dans un État conservateur politiquement, comme l'Arizona, que dans un État libéral, comme la Californie. En d'autres termes, il n'y avait pas une correspondance entre la couleur politique des États et les types d'instruments qui étaient mis en place pour faire face à la crise hydrique que je ne peux pas raconter, mais en gros qui est lié à la baisse des volumes d'eau qui circulent dans les fleuves Colorado. OK? Donc, on voulait comprendre ces décalages ou cette non-correspondance, si vous voulez, entre les couleurs politiques des deux États et l'émergence d'un néoconservationniste qui, quand même, entraîne ou implique une certaine écologisation de la politique hydrique dans un État où on s'y attend pas. Hein, nous nous attendions à voir, bon, vous savez, hein, une politique de l'offre, donc des plans de dessalement, des nouveaux projets hydriques, etc. Et ce n'était pas le cas. Donc, notre première question, c'était comment comprendre ces décalages. Deuxième décalage ou deuxième chose qui nous a frappé, c'est que cette émergence d'instruments néoconservationnistes ne correspondait pas à une division classique, hein, qu'on ferait peut-être ici en Europe, entre gestionnaires et opérateurs. On dirait les opérateurs sont forcément plus du côté de l'offre, tandis que les gestionnaires, on a tendance, on va essayer plutôt les trouver dans la municipalité, hein, du côté de la demande. Ça ne correspondait pas du tout non plus, hein. Il n'y avait pas de correspondance, c'est-à-dire que ces instruments néoconservationnistes qui se trouvent plutôt du côté de la demande, étaient partagés, pas tous, mais une partie, étaient partagés entre opérateurs qui ne sont pas privés, mais qui sont plutôt du côté économique, et régulateurs. Donc, j'espère que je suis clair sur les points de départ de notre recherche, hein, comment comprendre ces décalages idéologiques et en fonction de la fonction des institutions qu'on regarde. Alors, je sais que je suis dans un séminaire où il y a beaucoup de géographes, si je ne me trompe pas. Donc, je vais essayer d'être un peu clair malgré mon brouillon aujourd'hui, cet après-midi. Alors, nous avons fait l'hypothèse pour essayer d'expliquer ces décalages que je vous ai exposés, que plutôt que se fier des questions plus de positionnement politique ou des fonctions, hein, donc les champs économiques est plus proche de l'offre, les champs de la régulation est plutôt du côté de la demande, nous avons fait une autre hypothèse. On s'est dit, et si on devait comprendre l'émergence d'instruments néoconservationnistes pour faire face à la crise hydrique du Colorado, plutôt comme des effets des champs.
hein. Donc là, je fais référence à la théorie des champs des Bourdieu. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on observe en 2016, quand on regarde, ce qu'on observe, c'est une objectivation de l'état provisoire des luttes qui s'opèrent dans les champs des politiques hydriques. Et donc, l'émergence d'instruments néoconservationnistes n'est qu'un résultat de ces luttes. Et donc, pour comprendre pourquoi ils émergent, il faut qu'on comprenne comment ces champs fonctionnent. Et c'est en comprenant comment ces champs fonctionnent qu'on va comprendre l'émergence de ces instruments. Évidemment, pour faire vite, hein, un champ, d'après la théorie des champs des Bourdieu, s'explique par ou est composé d'une série de positions. Ces positions répondent à un certain volume et qualité des ressources dont les agents ou les institutions disposent, les institutions de l'eau et les agences de l'eau. Ils ont un certain volume et qualité des ressources qui les situent dans une place particulière du champ des politiques hydriques. En fonction de cette position, ils ont plus ou moins des pouvoirs dans les champs et ils se disputent, en gros, la vision légitime de la réponse à la sécheresse. Et donc, les résultats qu'on observe, c'est un équilibre ou un résultat de ces luttes. OK, je ne sais pas si je suis clair, mais je vais essayer de l'être dans les diapositives qui arrivent. Et ce que vous devez retenir, c'est que notre hypothèse, justement, c'est qu'en fait, et ce qu'on observe, l'émergence d'instruments néoconservationnistes, sont liés à la structure du champ qu'on observe. Alors, dans cette présentation, et les temps m'est compté, donc je vais essayer d'être efficace, je vais procéder en trois temps. Il y a un petit quatrième temps, si je peux me permettre, hein. D'abord, je vais vous expliquer quand même comment on fait pour faire une analyse des champs. C'est-à-dire, je suis en train de vous dire en permanence on veut reconstituer les champs des politiques hydriques dans les sud-ouest des États-Unis. Ben, il faut quand même que je vous explique comment on fait ça. OK? Donc, je vais essayer de vous expliquer comment on a choisi les institutions à analyser pour reconstituer ces champs. Ensuite, je vais vous décrire la structure de ces champs. Parce que si vous ne comprenez pas la structure, vous ne pouvez pas comprendre l'émergence des instruments néoconservationnistes. Et finalement, j'essayerai de vous convaincre que c'est la structure du champ qui nous permet de comprendre l'émergence de ces instruments néoconservationnistes. Et je finaliserai par quelques conclusions, justement, en quoi cette approche, et je pense que c'est l'intérêt de ma présentation, en quoi cette approche qui est proprement sociologique peut dialoguer avec d'autres approches, voire d'autres approches disciplinaires qui peuvent s'auto-alimenter, nourrir, parce qu'il est évident que l'approche que je vais vous présenter, il a des faiblesses, il a des manques, et peut-être il peut être nourri quand il rentre en dialogue avec d'autres approches. Je vous mets une petite image du bassin du Colorado, donc juste pour que vous ayez une idée, ben, pour ceux qui ne l'ont pas. Les bassins du Colorado donc, est composé de sept États que vous avez ici, hein, donc la Californie, l'Arizona, le Wyoming, le Nevada, le New Mexico et le Colorado. Et c'est les fleuves Colorado, il alimente en eau, il approvisionne en eau ces sept États. Mais il est presque vital dans deux régions particulières. Il est vital parce qu'il approvisionne une grosse quantité de l'eau qui est utilisée dans les sud de l'Arizona, que vous voyez au milieu, en bas de la diapositive. Donc, vous voyez Tucson et Phoenix. Ces deux grandes villes dépendent extrêmement du fleuve Colorado. Et à gauche, du sud de la Californie. Pour ces deux régions, il est essentiel de pouvoir garder, conserver l'eau qui provient du Colorado. Alors, je vous disais dans un premier temps, je vais vous expliquer quelles sont les institutions que nous avons sélectionnées afin de pouvoir reconstituer ces champs des politiques hydriques qu'on analyse. Alors, évidemment, pour vous donner quelques éléments du contexte, il faut que vous sachiez que la gestion de l'eau, et notamment de l'eau qui vient du fleuve Colorado, elle, elle est compétence ou elle compète, elle concerne un grand nombre d'instances qui se situent à des niveaux de gouvernement très différents. C'est-à-dire qu'on a plein d'instances qui vont du local jusqu'au fédéral et chacune de ces instances situées à des niveaux de gouvernement différents a des compétences qui lui sont propres. Et ce qui nous situe dans un champ qui est extrêmement fragmenté. Fragmenté dans le sens que il y a plein d'institutions, chacune avec ses propres compétences que l'autre n'a pas. C'est-à-dire que je ne peux pas faire des choses que l'autre institution, elle va faire. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est un champ qu'on appelle polycentré. Il y a plein de centres des pouvoirs différents. Ah, donc, ce n'est pas un espace qui est dominé par une institution. Ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, c'est un espace relationnel. Et pourquoi on parle des relationnels? En fait, toutes ces institutions que je suis en train de vous dire qui sont compétentes dans la gestion de l'eau, en fait, elles sont en relation. C'est-à-dire, bah, elles sont unies, elles sont reliées par tout un système de normes, des droits, d'accords qui les relient les unes aux autres. Je vous donne quelques exemples afin que vous compreniez.
les secrétaires de l'Intérieur du gouvernement fédéral des États-Unis a signé au début du siècle dernier, du XXe siècle, des accords avec certains opérateurs de l'eau qui l'obligent à fournir un certain volume d'eau à ces opérateurs. C'est-à-dire, l'opérateur de Los Angeles, par exemple, a des droits, un certain volume d'eau qui engage les secrétaires de l'Intérieur du gouvernement fédéral. Donc, vous voyez qu'il y a des liens. En plus, évidemment, il y a des droits prioritaires. Dans cette région des États-Unis, l'usage de l'eau est lié à des priorités différentielles en cas de restrictions hydriques. C'est-à-dire que l'eau qui est utilisée pour certains en amont ne pourra pas être utilisée pour les autres en aval, mais en cas de restriction, il y aura certains usagers qui seront d'abord contraints ou restreints dans l'usage des eaux, tandis que les autres, elles ne le seront pas. Ok. Donc, vous voyez, ils sont tous reliés d'une manière ou d'une autre dans cette gestion des ressources hydriques. Alors, on a sélectionné 67 institutions pour reconstituer les champs des politiques hydriques que je vous présente aujourd'hui. Tout d'abord, on a travaillé, on a sélectionné les institutions qui sont compétentes sur les fleuves Colorado, hein, c'est-à-dire celles qui peuvent décider sur qu'est-ce qu'on fait avec l'eau du Colorado. Alors, il y a les secrétaires de l'Intérieur et il y a ce qu'on appelle les opérateurs contractants. Les opérateurs contractants, c'est les opérateurs, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont signé un contrat avec les secrétaires de l'Intérieur et qui ont droit, c'est des ayants droit de l'eau du Colorado. Ensuite, on a les institutions étatiques de gestion de l'eau. Et quand on dit étatique aux États-Unis, donc ça fait référence à l'État, pas au gouvernement fédéral. Donc les départements des ressources hydriques de la Californie, de l'Arizona, etc., etc. Après, on a choisi ce qu'on appelle les opérateurs non contractants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des droits, ce pas des ayants droit de l'eau du Colorado, mais qui utilisent l'eau du Colorado. Donc, ils ne peuvent pas décider sur cette eau-là, mais ils achètent l'eau. Et du coup, ce sont des agents agissants dans les champs. C'est des villes et ce qu'on appelle le district d'irrigation, c'est-à-dire des zones agricoles qui utilisent l'eau du Colorado. Et finalement, évidemment, vous avez toute la panoplie d'experts universitaires comme nous qui participent quand même dans les débats, dans les discussions sur qu'est-ce qu'il faut faire avec la baisse des volumes du fleuve Colorado. Alors, pour reconstituer les champs, une fois on a choisi quelles institutions on va mettre dans l'analyse statistique, il faut savoir quelles sont les variables hein, qu'on va analyser qui vont nous permettre de voir qui est dans les champs et qui a les plus ou moins des pouvoirs dans les champs. C'est ce qu'on appelle les ressources efficientes. Alors, je suis obligé de passer très vite sur la question, mais en gros, pour chaque institution que je viens de vous décrire, il y a des ressources qui sont efficientes, c'est-à-dire des ressources qui leur donnent un certain pouvoir pour décider qu'est-ce qu'on fait avec l'eau du Colorado. Alors, ces ressources sont quantitatives et qualitatives. Hein. Donc, je vous ai mis ressources efficientes, par exemple, les niveaux d'action. Ce n'est pas la même chose d'avoir des compétences de la juridiction sur l'État, le département des ressources hydriques de la Californie, par exemple, qu'avoir une compétence plutôt locale. Ça ne nous donne pas du tout les mêmes types de pouvoirs, forcément. Ensuite, on a mis une deuxième variable qu'on a appelée volume d'eau gérée. Évidemment, les opérateurs qui gèrent plus d'eau ont leur mot à dire ou pèsent un peu plus que les opérateurs qui gèrent un peu moins d'eau. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ils représentent une population beaucoup plus importante, c'est-à-dire des votants, hein, un nombre de votants beaucoup plus important, mais en plus, ils génèrent beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre en œuvre des projets plus ou moins importants. Et après, on a aussi retenu ce qu'on appelle, dans la troisième variable, ce qu'on appelle les capacités d'influence. Ce n'est pas la même chose d'avoir des droits, être un ayant droit de l'eau du Colorado, qu'être un expert. Hein, ils n'ont pas du tout les mêmes poids lorsqu'il s'agit de discuter qu'est-ce qu'on fait avec l'eau du Colorado. Ensuite, on a rajouté un deuxième type de variable qu'on appelle propriété sociale. Et c'est très important que vous voyez qu'il y a deux types de variables différentes, des variables qui sont plutôt institutionnelles et des variables qu'on appelle propriété sociale. Celles-là, elles font référence au profil, si vous voulez, des dirigeants de ces institutions qu'on analyse. On s'est dit, je pense que pour comprendre les institutions, il faut comprendre ce qui les manage, ce qui les dirige, parce qu'on ne peut pas comprendre une chose sans l'autre. Donc, on a introduit un certain nombre de variables qui nous permettent de caractériser les dirigeants des institutions analysées, 67 institutions. On a mis les niveaux de diplômes, les types de diplômes, la spécialité académique et les types de carrières professionnelles. Est-ce que c'est un hydrologue qui a fait toute sa carrière dans des opérateurs locaux? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient des ONG et qui a fait les pas vers la sphère publique? Est-ce que c'est des hauts fonctionnaires? Vous voyez? Donc, on a essayé de catégoriser tout ça. Et mes chers amis, on arrive à la structure du champ. J'espère pas vous effrayer avec les graphiques, mais là, je vous invite à regarder les graphiques parce que sinon, on ne va pas s'entendre. Alors,
pour vous faire un peu vite les choses, hein, un champ est toujours constitué des institutions qu'on analyse et des oppositions entre ces institutions. Alors, ces oppositions vous racontent une chose et seulement une. C'est en quoi ces institutions sont différentes. OK? Donc, par exemple, si vous prenez l'axe vertical de ces premiers graphiques et vous regardez vers la droite de l'axe vertical, vous allez trouver une série d'institutions dont la seule caractéristique, c'est qu'elles sont très différentes à celles qui sont situées à gauche de l'axe vertical. OK? Cette opposition, ça veut dire qu'elles sont juste différentes, mais différentes en quoi, vous allez me demander? Bah, différentes par rapport aux variables qu'on a introduites dans l'analyse statistique, c'est-à-dire les types d'institutions, les types des pouvoirs et des ressources et les propriétés sociales des dirigeants. Alors, je vous fais la synthèse, une lecture rapide de ces premiers graphiques. Alors, le premier axe, qui est l'axe horizontal, donc là, je vous invite à regarder l'axe horizontal, va nous opposer la qualité des ressources dont disposent les institutions qui sont d'un côté et de l'autre de l'axe vertical. À gauche de l'axe vertical, vous avez les institutions qui ont ce qu'on peut appeler un capital symbolique. C'est-à-dire, c'est les institutions dont la compétence est de dire ce qu'il faut faire avec l'eau. C'est-à-dire, c'est elles qui ont la capacité d'émettre les discours, les normes sur qu'est-ce qu'il faudrait faire avec l'eau du Colorado. Autrement dit, c'est les gestionnaires, les régulateurs plutôt du gouvernement ou des instances gouvernementales. Vous avez évidemment dans ces côtés-là, et là je vous invite à regarder à gauche et en haut du graphique, vous avez les ONG. Les ONG aussi qui participent de ces capitales symboliques grâce à leur expertise et qui sont capables, à travers la production des discours et d'expertise, de dire ce qu'il faudrait faire. Mais à droite de l'axe vertical, vous avez ceux qui ont les pouvoirs matériels dans ces champs. C'est qui les gens qui ont les pouvoirs matériels, les institutions? Ben, c'est celles qui touchent la matière, c'est-à-dire qui gèrent les tuyaux, qui gèrent l'eau, qui gèrent les prix, c'est-à-dire ceux qui touchent la matière. C'est pour ça qu'il y a une opposition entre quelque part un capital plus matériel et un capital symbolique. L'axe numéro 2, qui est un axe vertical, va vous opposer à, si vous voulez, les volumes des ressources des acteurs qui sont à gauche de l'axe vertical. Là, si vous regardez l'axe vertical et vous regardez vers la gauche, vous voyez qu'il y a des gens qui sont très hauts et des gens qui sont très, très, très bas par rapport à l'axe vertical. Donc, si vous regardez en haut, vous allez trouver les ONG. Si vous regardez en bas, vous allez trouver les agences gouvernementales, essentiellement de l'État de la Californie, l'Arizona et le gouvernement fédéral. Alors, cette différence qui s'est produite entre ces gens qui sont à gauche, c'est-à-dire ceux qui ont les pouvoirs symboliques, c'est les volumes des ressources. En bas, on a ceux qui ont la capacité d'édicter des normes, des règlements, des réglementations, c'est-à-dire ceux qui ont les maximums des pouvoirs symboliques, si vous voulez, hein. Donc, forcément, ceux qui se retrouvent dans les instances gouvernementales. Tandis qu'en haut de l'axe 2, vous avez les gens qui n'ont pas ces pouvoirs-là, c'est-à-dire ceux qui ont les moins de pouvoirs pour édicter des normes, pour édicter des réglementations, c'est-à-dire les ONG et les experts. Alors, je vais avancer dans la description du champ pour que vous puissiez comprendre cette structure. Alors, à cette première opposition entre capital matériel et capital symbolique, elle est redoublée par une opposition en termes de propriété sociale. En fait, les gens, les dirigeants qui ont des compétences en environnement, ils se situent à gauche de l'axe vertical. Et vous vous en souvenez, c'est là où on trouve les ONG et les gouvernements. Tandis qu'à droite, vous avez plutôt des compétences en ingénierie hydraulique. Donc, il y a une opposition qui se joue aussi en termes de propriété sociale. À nouveau, si vous regardez l'axe vertical, donc l'axe 2, vous avez à gauche, en haut, les gens qui ont des fortes compétences techniques en environnement. C'est-à-dire, on trouve les écologues, les biochimistes, les chimistes, des gens qui ont des fortes compétences académiques en environnement. Et en bas de l'axe 2, de l'axe vertical, vous avez ceux qui sont plutôt formés en gestion environnementale. Donc, ils ont moins des profils des scientifiques et plus des profils de gestion de l'environnement. Et pour finir, les différentes oppositions qu'on trouve dans ces champs, vous avez une troisième opposition qu'on voit apparaître dès qu'on mélange ou dès qu'on croise l'axe 2 avec l'axe 3 qu'on n'avait pas encore analysé. Et en fait, quand on croise ces deux axes, on voit que les contractants, vous vous en souvenez, ces gens qui sont des ayants droit du Colorado,
En fait, ils sont à part. Ils ne sont pas mélangés avec les autres. Ils sont un peu à part. Pourquoi? En fait, parce que c'est des gens qui, quelque part, ils se situent entre les régulateurs, entre, je vous en souvenez, ceux qui ont les capitales symboliques, et entre les opérateurs, parce qu'en fait, ils ont les deux. Pourquoi ils ont les deux? Bah parce qu'en fait, du moment où ils sont contractants, ils négocient directement avec les secrétaires de l'intérieur ce qu'il faut faire avec les fleuves Colorado. Donc, ils font de la politique dans les arènes politiques. Et en même temps, ils gèrent les tuyaux, les prix des grandes métropoles. Et ils sont dirigés par des gens qui sont différents. Ce pas des gens qui ont des compétences en environnement, ce pas forcément des managers hydrologues. C'est des gens qui ont des compétences en droit, économie et sciences sociales. Donc, ça les rend différents. Donc, si on fait une petite synthèse de tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, et vous inquiétez pas, il me reste 2 ou 3 slides, on peut dire qu'il y a 4 positions. On a un champ qui était structuré par 4 positions différentes. Là, vous avez les photos pour vous incarner un peu la chose et vous rendre un peu la chose humaine. Et vous avez tout en haut à gauche, je vous ai mis une dirigeante, une responsable des questions hydriques d'une association, d'une ONG qui est très importante en Californie, qui se situe en haut à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis en haut à gauche? Ben, ça veut dire que dans les champs des politiques hydriques, je suis dans la position qui a les moins de ressources agissant ou efficient pour prendre des décisions sur les fleuves Colorado. Je suis active dans ces champs-là, mais j'occupe la position faible dans ces champs. Si vous allez tout en bas, vous avez la directrice du département des ressources hydriques, tout en bas à gauche. J'attire votre attention sur le fait que c'est des femmes, hein. C'est drôle, mais on ne peut pas rentrer là aujourd'hui là, sur la question. Mais en bas à gauche, vous avez la directrice du département des ressources hydriques de la Californie. Donc, qui est quand même celle qui est dans les pouvoirs symboliques, a les plus de pouvoirs dans la régulation de l'eau du Colorado. Mais attention, attention. Enfin, je vais vous décrire les positions et après je vais vous dire les problèmes que ça pose. À droite, vous avez 2 hommes. Tout en haut à droite, vous avez un dirigeant classique d'un opérateur d'une commune qui n'est pas contractant de l'eau du Colorado, c'est-à-dire une commune qui achète l'eau aux contractants. C'est-à-dire, c'est une position qui ne me laisse pas, ou c'est la deuxième position de faiblesse dans les champs, dans le sens que je ne peux pas décider sur l'eau du Colorado. Je dépends des lots que j'achète aux grands contractants, mais les décisions qui sont prises par les contractants, ce n'est pas moi qui peux les imposer parce que je siège au conseil d'administration de ces grands opérateurs contractants parmi tant d'autres opérateurs, c'est-à-dire tous ceux qui achètent l'eau aux grands contractants siègent dans les conseils d'administration. Donc là, en l'occurrence, par exemple, c'est bonhomme que vous avez tout en haut à droite, il siège dans les conseils d'administration du contractant de la métropole de Los Angeles avec 35 autres opérateurs. Donc, c'est la position faible dans la prise de décision sur l'eau de Colorado. Et tout en bas à droite, vous avez une des positions fortes du champ, c'est-à-dire les contractants du fleuve Colorado. Et là, en l'occurrence, c'est les directeurs du MET, les Metropolitan Water District de Los Angeles, c'est-à-dire de la région métropolitaine de Los Angeles, qui, quelque part, cumule beaucoup de ressources dans ces champs-là, politiques et matériels. Alors, pour finir, hein, pour aller dans 2 dernières idées, peut-être une présentation, chaque position distante que je viens de vous présenter et structurante du champ vous offre de marge de manœuvre d'action, mais vous contraint également. Chaque position est une possibilité d'action et est une contrainte dans l'action. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit que c'est un espace relationnel. Donc, quand je veux agir, il faut que je tienne compte des ressources des autres et de la capacité des autres à limiter ma propre action. Si je prends tout en bas à gauche la capacité d'action de la directrice du département des ressources hydriques, elle a beau avoir toutes les bonnes idées qu'elle a sur la gestion qu'il faut faire du fleuve Colorado, mais il faut qu'elle tienne compte de la position des contractants qui sont tout en bas à droite. Parce qu'en fait, c'est eux qui doivent mettre en pratique, en œuvre, les décisions que je vais prendre, sauf que je n'ai aucune emprise sur ces gens-là. Parce que je n'ai pas de liens organiques ni politiques avec les opérateurs qui, dont la direction est décidée par les usagers de l'eau. Donc, je peux édicter des normes, mais je dois faire attention qu'elles seront appliquées. Et pour ça, je dois tenir compte des positions des autres. Donc, chaque position est une position, une possibilité d'action et en même temps une contrainte de l'action. Alors, pour finir, je vous disais pourquoi il y a cette émergence d'instruments néoconservationnistes qu'on voit apparaître. Et si j'avais eu le temps, je vous aurais expliqué que là, dans ces graphiques, il y a certains instruments comme les water reuses qui se situent en plein milieu du champ. Et quand un instrument est situé en plein milieu du champ, cela signifie qu'il est partagé par les uns et par les autres. C'est-à-dire que tous les deux
sont en train de promouvoir ce type d'instruments malgré leurs oppositions d'origine. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, comme je vous disais, chaque position est une possibilité d'action et une contrainte. Et en fait, les décisions que je vais prendre ou je vais promouvoir, les instruments d'action que je vais promouvoir, sont liés aux enjeux de ma position et à ma volonté de garder ma position et les pouvoirs liés à ma position ou à la perdre et la perdre. Donc, je dois tenir compte des enjeux qui sont liés à ma position et j'ai réagi en conséquence. Alors, je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire en abstrait. Pourquoi les petites villes qui ont une position faible dans les champs des politiques hydriques décident de faire du water reuse, c'est-à-dire la réutilisation des eaux usées, et en même temps, ils vont développer des instruments de l'offre, des forages, des usines de dessalement. Elles vont faire un peu de la demande et de l'offre. En fait, lisez juste cette citation, je vais en finir là. Regardez ce qu'ils nous disent. Et là, c'est quelqu'un de ce type d'opérateur qui parle. Hein. Il dit, il y a deux grandes choses à prendre en compte pour comprendre les décisions qu'on met, les instruments qu'on met en place concernant les fleuves Colorado. Il dit, la taille de la ville et les niveaux de dépendance de l'opérateur vis-à-vis de l'eau du MED. Les MED, c'est les contractants de Los Angeles. Les petits opérateurs abandonnent les MED, c'est-à-dire vont quitter ou vont arrêter d'acheter de l'eau du contractant et en même temps, ils veulent un filet de sécurité pour l'avenir. Donc, développer les ressources locales est moins cher que continuer d'acheter l'eau du contractant. Et il dit, maintenant, l'eau, elle va devenir plus chère, les tarifs augmentent, c'est sûr, et ils vont augmenter. Alors, recycler, dessaler et autres projets locaux qui n'avaient pas d'essence auparavant deviennent évidents. Dernière slide, avant-dernière slide, là, je vous mets les déclarations de quelqu'un qui est dans la position forte dans les champs des politiques hydriques, c'est-à-dire des contracteurs. Alors, comme je vous ai expliqué, qu'est-ce qui rend la position forte dans les champs des politiques hydriques? Ben, les contracteurs, en fait, les contractants, c'est qui ont des droits sur l'eau du Colorado. C'est ces droits qui leur donnent la position des forces. Alors, est-ce qu'ils veulent? L'enjeu pour eux, en situation de crise, c'est de pouvoir conserver les statu quo, c'est-à-dire de conserver les droits qu'ils ont sur l'eau du Colorado. Ils ont des pressions qui viennent des régulateurs en leur disant, si vous ne changez pas, on va changer les règles du jeu. Les secrétaires de l'Intérieur du gouvernement fédéral menacent de rompre les contrats qui donnent des droits à ces contractants. Donc, ils ont des pressions. Donc, ils veulent adresser des statu quo pour garder ces statu quo. Ils sont obligés de faire des concessions. D'où leur adhésion aux instruments néoconservationnistes. Et là, dans cette citation que je ne vais pas lire, la directrice d'un district d'irrigation très important en Californie nous explique qu'en fait, ils sont rentrés dans un contrat des conservationnistes avec la métropole de Los Angeles, dans lesquels ils s'engagent à réduire la consommation d'eau en échange de l'argent qui va les aider à mettre en place des dispositifs techniques pour réduire la consommation de l'eau de cette région agricole. Elle nous explique que c'est une stratégie défensive afin de coller les tranquilles et qu'ils ne perdent pas les droits du Colorado dont ils disposent, c'est-à-dire garder les statu quo, mène à la promotion d'instruments néoconservationnistes. Pour finir, pour conclure, c'est la structure du champ qui rend compte de l'émergence des instruments néoconservationnistes ou d'un néoconservationnisme atypique. Donc, c'est quelque part, il faut comprendre, pas des questions, des positionnements idéologiques, pas des positionnements liés à la fonction, mais c'est plutôt la compréhension de la structure du champ médiatisé par les profils et les propriétés sociales de ceux qui dirigent ces institutions, qui nous permet de comprendre les prises de position, c'est-à-dire les décisions qu'on prend quand on est en situation de crise hydrique. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Joanne. Et je passe de suite la parole à Alexandra et Victor pour une enquête là, cette fois-ci, au Mexique, sur le thème de la sécheresse. Très bien. Alors, euh, et donc notre présentation va être fondamentalement différente à plusieurs niveaux. Alors, le premier point différent, c'est que nous, notre projet débute tout juste hein, et que nos collègues sont là pour initier ce nouveau projet. Donc, la présentation que nous allons faire va être essentiellement une présentation du terrain. Et deuxième grosse différence, on ne va pas travailler sur les institutions. Notre objectif est de travailler sur les initiatives locales
émerge actuellement dans cette zone du Mexique, c'est-à-dire en fait un observatoire participatif et un comité de Cuenca, un comité de gestion de bassin versant. Donc, très, très brièvement, le projet qui débute, c'est un projet EcosNord dans lequel on veut travailler sur les vulnérabilités liées à l'eau et voir comment les initiatives locales pourraient réduire ces vulnérabilités avec une approche pluridisciplinaire, puisqu'on a là ici nos collègues mexicains qui sont spécialistes d'hydrologie, spécialistes de traitement d'images satellites, donc une approche très techniciste. Et de notre côté, côté français, on va avoir plutôt une approche sociale et on va travailler avec des enquêtes participatives et une méthodologie ZADA, zonage à dire d'acteurs. Donc là, on n'a pas prévu en fait dans cette présentation de présenter nos méthodologies, mais plutôt de faire un zoom sur ce territoire pour montrer en fait la montée en puissance des vulnérabilités et présenter les outils qui vont être analysés, c'est-à-dire l'observatoire et le comité de Cuenca. Donc comme je disais, hein, le projet débute tout juste. En tant que géographe, très très brièvement, je voulais revenir sur ces concepts de sécheresse, aridité, pénurie, pour rappeler que la sécheresse et l'aridité relèvent de données climatiques. Sécheresse avec une saisonnalité, l'aridité, c'est une combinaison entre le manque de précipitation et l'évapotranspiration, ce que nous mesurons avec un certain nombre d'indicateurs. Ça relève de facteurs, on va dire, euh, conjoncturels liés au milieu naturel, auxquels vont s'ajouter des facteurs anthropiques, structurels, liés à l'utilisation, liés à l'aménagement du territoire. Ce que l'on mesure, nous, par l'indice de Falkenmark, hein, pour les géographes. Je ne rentre pas dans le détail. Ce que je voulais montrer dans cette introduction, avant de donner la parole ensuite à Victor, c'est la construction sociale de cette pénurie qui se trouve entre données naturelles dans un milieu semi-désertique. Le terrain qu'on va vous présenter se trouve dans le nord du Mexique avec des précipitations assez faibles, beaucoup d'évaporation, des vents très, très forts, très puissants qui favorisent donc l'évaporation et une utilisation de cette eau par l'homme, on va le voir. Très rapidement aussi, je voulais resituer dans un autre modèle que les géographes utilisent, qui est le modèle de Thornton et Olson, qui présente deux types de rareté. La rareté d'ordre 1, c'est une rareté liée à ce que j'expliquais justement, cette pénurie, cette sécheresse, cette aridité, le milieu naturel. Si on regarde cette pénurie d'ordre 1, le nord du Mexique qui nous intéresse est en situation de pénurie d'ordre 1. On est en situation de semi-désert. Mais par un jeu d'aménagement structurel, ce nord du Mexique est rentré donc dans ce qu'on appelle une abondance de second ordre, où on a développé ces zones arides du nord du Mexique et où aujourd'hui ces zones du nord du Mexique contribuent de façon très forte à la production, au PIB du pays par ces productions agricoles. Et c'est là effectivement que je vais rentrer un peu plus dans le détail du terrain qui nous intéresse. Juste avant de vous présenter la Laguna des Bustillos, euh, je vais revenir sur ce que l'on appelle le miracle de l'irrigation. Le miracle d'irrigation ou le développement d'une culture hydro-agricole qui est spécifique à cette région du Mexique, avec la mise en place en 1930 de la Commission nationale de l'irrigation, qui deviendra en 1947 le secrétariat de l'agricultura et des recursos hidráulicos, qui a mis en place, dès les années 30, une multitude de districts de riego, de très grands districts de riego et d'unités de riego un petit peu plus petites, qui vont permettre le développement très rapide et très intensif de ce nord mexicain. À titre d'exemple, très près de la zone qui nous intéresse, il y a le district de riego de Delicias, qui représente 100 000 hectares et qui utilise quasiment 900 millions de mètres cubes d'eau par an pour les chiffres de 2002. Donc c'est énorme. Ce district de riego, alors c'est intéressant parce qu'en fait, il est basé sur des grands barrages qui ont été construits sur le Rio Concho, qui finalement est un affluent du Rio Bravo et qui touche la frontière mexicaine, enfin, qui est à la frontière du Mexique et des États-Unis, sur lequel on pourrait débattre sur le partage des eaux entre les deux pays. Donc tout ça, c'est basé en fait sur des aménagements structurels, des grands barrages qui vont permettre le développement d'irrigation. Il y a eu d'autres initiatives de moins grande ampleur, comme le déplacement de paysans sans terre de certaines régions, comme la région de Zacatecas, dans ce nord Mexique, hein, dans des régions complètement désertiques, dans le désert de Mapimi, où on a créé des dans le désert de Mapimi, où on a créé ces barrages que l'on voit ici sur une image Google Earth pour développer de l'élevage extensif. Donc,
toute cette activité agricole, elle est entièrement construite dans des régions semi-désertiques et elles sont directement associées à cette culture hydro-agricole du Mexique. Et c'est dans ce contexte que je vais vous parler de la Laguna de Bustillos, qui sera notre terrain d'étude. Donc, la Laguna de Bustillos, je parle de Cuenca. Cuenca, c'est le bassin versant, et pour les hydrologues, cette Laguna de Bustillos, c'est une lagune endoréique, donc qui en fait voit ses effluents, ses écoulements se déverser dans le lac, dans la lagune que l'on voit au centre de cette image satellite. Et autour de cette lagune, sur ce bassin versant, eh bien, on voit des paysages agricoles extrêmement différents. On va retrouver une agriculture mexicaine traditionnelle avec de l'élevage extensif. Ce sont les photos que l'on a sur la gauche et qui correspondent justement à l'est de ce bassin versant. Mais on va aussi découvrir des paysages agricoles extrêmement intensifs, basés sur l'irrigation, avec les images que l'on voit sur la droite, avec notamment de très grandes fermes hyper technicisées sur lesquelles on va revenir. Cette région agricole, dans son ensemble, elle est extrêmement importante. Elle va participer de façon très importante au PIB national, notamment par la production de pommes. Cette région est la seconde productrice de pommes au niveau national, mais aussi de maïs fourragé, qui sert à alimenter des animaux, du bétail, qui sert à produire du lait, et cette production laitière permet la production de fromage. C'est aussi la première région productrice de fromage du pays. Ce sur quoi je voulais appeler votre attention, c'est ce qu'on appelle le taux de rentabilité de ces cultures, avec des taux de rentabilité qui sont extrêmement importants parce que justement, eh bien, on irrigue ces cultures et c'est donc la particularité de cette région. Donc, on est en présence d'un microcosme, d'une grande diversité de paysages et de pratiques fondées sur l'eau, occupant une place essentielle donc, dans la production nationale. Dans cette évolution, moi, ce qui m'a interpellée quand j'ai commencé à prendre racine dans ce terrain d'étude, c'est le rôle des Ménonites, des communautés ménonites. Alors, c'est trop long d'expliquer toute l'histoire de ces Ménonites, comment ils sont arrivés après la Révolution mexicaine. Mais avant la Révolution mexicaine de 1917, on était en présence de grandes haciendas qui disparaissent au moment de la Révolution et qui vont être remplacées par les ejidos. Mais dans le contexte particulier de la Laguna de Bustillos, les Ménonites arrivent pour aider à la reconstruction de l'agriculture avec une aide du gouvernement. Et à partir de là, vont se développer 4 types de propriétés. Les ejidos, donc issus de la Révolution mexicaine, les campos ménonites, mais aussi des colonies agricoles, des colonias agricoles, qui sont issus d'un mouvement contestataire d'agriculteurs qui n'ont pas voulu créer des ridos, mais aussi des ranchs privés qui vont se développer plus récemment dans les dernières décennies avec une agriculture extrêmement intensive. Ça nous donne des paysages agricoles irrigués extrêmement différents, alors les images sont un petit peu petites, mais côté ménonite, hein, des paysages extrêmement structurés, très géométriques, liés à le système agricole qu'ils importent en venant du Canada, des systèmes beaucoup plus éclatés dans les colonies et encore plus éclatés ou diversifiés dans les ejidos, mais avec dans les systèmes de colonias, campos ou propriedad privada, le recours à une irrigation très importante. Et effectivement, si on retrace l'histoire de cette utilisation de l'eau, on commence dans un premier temps à utiliser les eaux des sources, les oritas, les norias, puis des puits profonds, des puits très profonds, 750 mètres de profondeur, qui vont chercher dans des nappes qui ne sont pas renouvelables, ce qu'on appelle des nappes fossiles. Et puis, très récemment, comme chez nous, dans le sud de la France, le développement de bassines qui vont permettre le développement de cette pomiculture et de cette fruticulture et du maïs irrigué. Avec des techniques qui évoluent, ce que pourront montrer nos collègues avec les images satellites, irrigation par aspersion, pivot d'irrigation, et puis plus récemment du goutte à goutte avec recours à une j'ai perdu le mot, programmation pardon, par télédétection. C'est-à-dire qu'en fait, la télédétection permet d'ajuster éventuellement cette irrigation. Cette irrigation, elle est essentielle pour ces productions agricoles, essentielle puisque l'agriculture va consommer 90% de la ressource en eau, soit 5 400 millions de mètres cubes, donc c'est énorme. 60% de cette eau vient des nappes souterraines et les ménonites jouent un rôle important de cette captation souterraine avec une prédominance d'usage de ces eaux, donc avec 78% de recours à ces eaux profondes.
tout type de propriété confondu, c'est 3500 puits quasiment qui vont forer dans cet aquifère. Alors, avec des chiffres, on en a discuté ce matin qui sont discutables, mais qui viennent de la CONAGUA, l'institution nationale, donc des chiffres de 2022, qui montrent que cet aquifère subit un déficit de 76,8 millions de mètres cubes par an. Alors, voilà, à discuter, hein, parce que c'est des sources officielles, mais les méthodes de mesure, voilà, sont pas forcément idéal. Ce que ça montre en tout cas, c'est que ce système n'est pas durable, qu'actuellement on affecte, on prélève dans cette nappe et on est en train de détruire cette nappe qui pourtant est classée en zona des Vedas par la CONAGUA, qui est l'institution nationale, avec tout un tas de problèmes de concession. Donc, on a un système qui n'est pas durable. Alors, on pourrait, alors, c'était pas du tout l'objet de notre projet ni de cette présentation, parler effectivement du rôle des institutions, des lacunes qu'elles présentent vis-à-vis de la gestion de la ressource en eau et de fait, pourquoi effectivement on va s'intéresser aux initiatives locales, notamment celles des observatoires. Le gros problème qui se pose, c'est la ridification que connaît cette région. Vous avez vu une photo que je vous présenterai en conclusion, c'est cette lagune qui s'est trouvée totalement asséchée à certaines dates. On est actuellement dans un processus d'aridification, d'augmentation de l'aridité, avec une évolution des sécheresses et des sécheresses qui sont de plus en plus longues et plus fréquentes. Donc, c'est ce qui est mesuré par un indice, l'indice STPI, donc qui est issu de la bibliographie. Donc voilà, quelle est la pérennité actuellement du système en place, quelle est sa durabilité, quel est le devenir de cette nappe. C'est un petit peu l'objectif que nous donnerons dans ce projet, parce que cette lagune présente d'importants enjeux, des enjeux économiques par rapport à la présence d'activités agricoles, la présence euh, autrefois de pêche, malheureusement qui a disparu. Des enjeux qui, à mon sens, sont extrêmement importants de biodiversité. Cette lagune est un lieu de passage d'oiseaux migratoires qui sont classés au niveau mondial. Donc, vous avez ici quelques illustrations avec le pluvier qu'il dire, l'avocette ou encore le pélican blanc. Il y a aussi, vous voyez, des oies ou des grues qui sont représentées. Donc, pour la faune, mais une autre biodiversité beaucoup plus large. Et en fait, ben, on se rend compte, ou en tous les cas, c'est notre postulat de départ de ce projet, que ces enjeux autour de la ressource en eau, du risque de désertification et de biodiversité, eh bien, fédèrent aujourd'hui les communautés. Et on voit donc émerger des initiatives locales avec un observatoire participatif et ce comité de Cuenca. Donc, que va vous présenter Victor. Et juste pour terminer, je ne sais pas du tout si je suis dans les temps, je n'ai pas du tout regardé là. Si vous voulez, en conclusion, on pourra revenir sur la méthodologie que l'on va mettre en place sur ce terrain avec nos deux approches, hein, techniques et sociales, pour analyser ces deux outils qui sont mis en place actuellement et que va vous présenter Victor. Merci. Bonjour, s'il vous plaît. Y agoté todo mi vocabulario en inglés. Disculpa por eso. En francés, perdón. Eh, Miren, yo lo que les voy a presentar es una cronología de estos últimos 15 años que hemos tratado de incidir en lograr tener una gobernanza hídrica en la cuenca Laguna de Bustillos. La gobernanza la podemos resumir coloquialmente como construir relaciones funcionales entre los distintos usuarios del agua en esta región, productores, empresarios, gobierno, academia, etcétera. Entonces, quiero reconstruir esta cronología de los últimos 15 años para que vean los avances y retrocesos que nos ha costado lograr estas relaciones funcionales en los últimos años. Entonces, quiero empezar con el periodo de 2009 a 2015, que prácticamente son 6 años. En 6 años hubo reuniones entre distintos usuarios del agua, académicos, empresarios, sociedad civil, donde se planteaba o se discutía temas relacionados al sector hídrico. En esos 6 años se empezaron a hacer los primeros diagnósticos a gran escala
en cómo está la condición hídrica de la laguna de Bustillos. Antes de esos 6 años solamente había investigaciones abocadas a la cuestión agronómica, pero no se discutía mucho la cuestión hidrológica. Llegó el campus de la universidad a Cuauhtémoc y empezaron a realizar este tipo de investigaciones. Tomó 6 años porque, como lo mencionaba Alessandra, los grupos productores en Cuauhtémoc son muy fuertes, que son los productores de maíz y los productores de manzana. Y lograr reunir a empresarios que son productores, a sociedad civil, al gobierno, a la academia, en este tipo de reuniones es bastante complicado. Como lo mencionaban, es una cuenca singular. En esa cuenca conviven 3 culturas marcadas. Los rarámuris, que es una comunidad indígena, nosotros los mexicanos o mestizos, como nos llamamos ahí, y la comunidad menonita. Entonces, si ustedes, muchas veces entre una sola cultura es difícil ponerse de acuerdo, ahora integren 3. Entonces, no ha sido nada sencillo tratar de poner de acuerdo a todas las usuarios del agua en esta región. Me lo voy a quedar aquí. Entonces, vean, eran reuniones constantes para definir la situación hídrica, primeros estudios de diagnóstico, y ya a finales de 2015 se planteó realizar un foro regional del agua, en 2016, perdón. En él se invitaron a especialistas internacionales y nacionales para que plantearan algunas propuestas de un mejor manejo integral del agua. Uno de los objetivos principales de este foro es que se integrara un comité técnico que representara a todos los sectores del sector hídrico. ¿Sí? O sea, ya empezábamos con las bases de tener una gobernanza entre los productores mexicanos, los productores menonitas, el gobierno y todos los otros usuarios. Siempre teniendo como primer objetivo también respetar el derecho humano del agua, modificar o tecnificar las condiciones de riego que se tienen allá en la zona y un proyecto eh, muy viable, que es una condición de hacer un proyecto ecoturístico en la laguna de Bustillos. Se generaron acuerdos, generalmente todos acordaron. Hubo un acuerdo en especial que fue muy fuerte, en los cuales los productores, tanto menonitas como manzaneros, decían que por cada kilo, por ejemplo, de manzana o de maíz que ellos vendieran, iban a otorgar un peso para el comité que se integrara y ese fondo, ese dinero, poderse usar en condiciones que permitieran mitigar o subsanar cualquier condición de problemática hídrica en la región. Se acordó, se firmó. Sin embargo, hay una pugna muy interesante entre productores, entre manzaneros y manzaneros que son prácticamente mexicanos y maiceros que son menonitas. Los productores manzaneros, ellos prácticamente tienen todo su riego presurizado, con riego por goteo, riego por microaspersión, y el productor maicero prácticamente toda su producción es con riego rodado, al aire libre. ¿Sí? No tiene ningún sistema presurizado en su riego, o un poquito con más baja tecnología. La pugna es que el manzanero dice, yo, por ser productor, yo puedo generar ingresos porque genero empleo. ¿Sí? Contrata simplemente a mucha comunidad rarámuri a colectar la manzana y son como 3 o 4 meses donde está contrato y contrato personal. Tiene sistemas de riego más eficientes y ellos dicen, nosotros generamos empleo, cuidamos mejor el agua y la parte menonita, un solo tractor puede sembrar 100 hectáreas y solamente se destina el gasto de un solo personal. ¿Sí?
Entonces, el que era el presidente en ese tiempo de los manzaneros, se le ocurrió, al terminar del foro, decir que la parte menonita no iba a cumplir con el acuerdo, ¿sí? Y prácticamente el acuerdo se rompió y hubo un retroceso de esos 6 años a empezar otra vez a tratar de construir las relaciones funcionales en la zona de Laguna de Bustillos. Otra vez hubo esa pugna. Sí, a ver. Entonces, vean, hubo un foro con acuerdos, al final del foro se rompió. En 2019, el gobierno estatal lanzó algo muy ambicioso, es el Plan Estatal Hídrico. No sé si lo tapa esto, ¿sí? Donde a través de reuniones participativas, ellos delimitaban 6 zonas geográficas en el estado de Chihuahua. Por si no lo conocen, aquí está El Paso, Estados Unidos, muy cerca de la frontera. Eh, a través de estas reuniones participativas se obtuvieron 6 objetivos que plasmaban el Plan Estatal Hídrico de 2020 a 2040. Primero, siempre es garantizar la seguridad hídrica, el derecho humano al agua. Segundo, en toda la región de Chihuahua se observa que el déficit hídrico es por parte de la agricultura. Entonces, el segundo objetivo era incentivar el uso racional del agua en la agricultura. Fortalecer los organismos operadores, o sea, los organismos de gobierno que existen en cada zona, tratar de inyectarles recursos para que puedan operar de manera eficiente, ¿sí? Porque en los últimos años prácticamente no tienen recursos. La que es la Policía del Agua en Chihuahua, francamente nada más hay 5 inspectores para un territorio que es prácticamente la mitad de Francia. Entonces, no logran detectar pozos clandestinos, no logran ver o garantizar la seguridad hídrica, porque es bastante extensión para muy poco personal. Incentivar la gobernanza y gobernabilidad, reducir riesgos ante fenómenos meteorológicos y promover la educación en investigación, innovación en temas hídricos. ¿Sí? Eso lo planteó un gobernador prácticamente al final de su mandato. Tuvo problemas con la gobernadora que entró actualmente y de estos 6 objetivos prácticamente no se ha avanzado en nada en 4 años que llevaría el plan estatal hídrico. Sí, entonces, planteo la cuestión también del gobierno porque en esta cuenca, como lo mencionaba Alessandra, que es cerrada, su proyección política no es tan grande, ¿sí? Porque el agua de la cuenca se queda ahí y no es una zona tan llamativa políticamente como las cuencas que van o que llevan agua hacia Estados Unidos. A esas sí el gobierno les pone mucha atención, ¿sí? Porque hay conflictos. A esta no, es cuenca cerrada, ustedes hagan prácticamente lo que puedan. A 2021, nosotros de la academia metimos un proyecto con ACID, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para poder implementar otra vez las bases de la gobernanza y la gestión sustentable en las cuencas Laguna de Bustillos y Río Conchos. Entonces, como ven, volvemos a mandar cartas con los productores, con los empresarios, que vuelvan a confiar en las iniciativas que estamos planteando, que ellos vuelvan a indicarnos cuáles son las problemáticas que tienen en su zona, para nosotros en la academia formular objetivos y tratar de resolver esas problemáticas. ¿Qué pasa en 2021? Hacemos todas las reuniones, llega la pandemia. Otra vez estanca las condiciones de formar un comité que pueda construir esas relaciones funcionales entre los distintos usuarios. Entonces pasa 2021, no quitamos o somos perseverantes, ¿sí? Y 2021 también, por parte de un proyecto CONACYT, se forman 6 observatorios socioecológicos participativos en todo México. Unos están en el centro de México, otros en el norte de México.
En ellos, los objetivos es que las comunidades o pequeñas comunidades tengan temas de aprendizaje o autoaprendizaje y que a partir de abajo se puedan generar políticas públicas. O sea, realmente los usuarios con mayor vulnerabilidad puedan transmitir cómo ven ellos la problemática del agua y también cuáles soluciones ellos plantearían para poder ejercerla. Sobre todo por un tema que son soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí? Entonces, básicamente, estos observatorios, como les menciono, son basados en pequeños grupos alrededor de las cuencas de escasos recursos, pero una situación que nosotros vemos contraproducente es que se acaba el proyecto, se acaba la fuente de financiamiento y se acaba toda la situación que hemos ganado en los objetivos de estos proyectos, ¿sí? Y que también no, no tocan el lado fuerte o el lado más sustancial que está causando un estrés hídrico en la zona, que es prácticamente los productores agrícolas. Aquí son prácticamente pequeños productores y objetivos más locales. A partir del Observatorio Socioecológico, volvimos en 2022 a generar un foro internacional del agua y medio ambiente. Y esto se los planteo porque yo creo que en la zona de Chihuahua es la única cuenca que con recursos locales o esfuerzos locales trata de hacer estos foros donde venga personas con amplia conocimiento acerca del manejo hídrico en todo el país o en otros países y que realmente hay una disposición de la sociedad civil a hacer algo en la cuestión de la mitigación del recurso. A partir de este foro ya empezamos otra vez a plantear las bases de cómo conformar un comité de cuenca, ¿sí? Y el comité de cuenca o consejo de cuenca es podría ser un órgano que esté directamente relacionado con el gobierno federal. Pero nosotros, a través de estos 15 años, nos damos cuenta que si pertenecemos al gobierno federal como Consejo de Cuenca, en este grupo de relaciones funcionales de varios usuarios, otra vez el gobierno federal no nos va a tomar en cuenta, no va a inyectar recursos, no se va a hacer cargo de la problemática. Entonces, mejor la sociedad civil, en conjunto con estos usuarios, hemos decidido realizar la creación de un consejo de cuenca, le llamamos Consejo de Cuenca Laguna de Bustillos y Laguna de Mexicanos, pero descentralizado del gobierno, que sea como una sociedad civil, ¿vale? Y una sociedad civil nos va a permitir a nosotros generar objetivos, proyectos, financiarnos y que todos estos esfuerzos que tenemos con las universidades extranjeras como Jean Jaurès, con universidades norteamericanas, con universidades nacionales, que se han hecho, se ha gastado bastante recurso en la cuenca, pero como les menciono, se acaba el recurso, se acaba el proyecto y ya no hay una transversabilidad en cómo monitorear la cuenca, los recursos, porque se acaba el dinero. Así de simple. Entonces, si nosotros podemos ser donataria automática para generar o obtener recursos, nosotros podemos darle este seguimiento a todos los proyectos que se han generado en la cuenca Laguna de Bustillos, ¿sí? Y que perdure o que demos a conocer a la sociedad, primeramente, el diagnóstico, porque muchas veces al gobierno no le gusta que la sociedad sepa cómo está su recurso. Queremos también unas soluciones a corto y mediano plazo y que también podamos llevar en el tiempo esas acciones sin que se nos acabe el recurso
año tras año o un tiempo tras tiempo. Entonces, 15 años fue lo que nos tardamos en crear un consejo de cuenca, un comité de gobernanza, y nos dimos cuenta que la mejor manera de realizar esto y que no quiebre, que no se venza por cuestiones políticas, es estar descentralizado al gobierno o no pertenecer al gobierno para poder realmente ejercer una gobernanza en la región. Muchas gracias. Merci beaucoup, Victor. Alors, je vais intervenir assez brièvement pour laisser place aux questions qu'il y a dans le chat. Mais donc, avant, je vais poser deux, trois questions aux intervenants, aux trois intervenants, en essayant de m'appuyer aussi un peu sur mon expérience de terrain dans les Andes boliviennes. Alors, tout d'abord, une question pour Johan. Cortinas. Je pensais à la guerre de l'eau, la Guerra del Agua, qui est assez connue en Bolivie. En fait, donc, on a appelé la guerre de l'eau le mouvement de contestation qui a eu notamment dans la région, enfin, particulièrement dans la région de Cochabamba, suite à la privatisation de l'approvisionnement en eau potable par une multinationale, avec l'accord donc de l'État sous le gouvernement de Banzer. Et cette privatisation a entraîné des hausses de tarifs des prix de l'eau assez considérables, ce qui a entraîné une mobilisation massive. Et c'est une victoire, puisque donc les habitants de la région ont gagné, puisque l'État a dû mettre fin à son contrat avec la multinationale Bechtel. Donc, ils sont repassés à une gestion de l'eau par la coopérative. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, en fait, et notamment les dérèglements climatiques et les sécheresses qui sont accrues, ce qu'on constate, c'est que les réserves d'eau de de ces coopératives de la région de Cochabamba sont asséchées totalement, ce qui fait que, eh bien, ce qu'on voit maintenant, c'est des particuliers privés, donc, qui vendent l'eau en citerne. Et donc, en fait, les gens, alors qu'avant, ils achetaient l'eau à la coopérative, eh bien, ont des citernes sur leur toit et qu'ils remplissent et qu'ils achètent à des personnes privées. Donc, soit il y en a qui ont carrément une réserve d'eau et la citerne, d'autres qui ont uniquement la citerne et puis qui passent dans les quartiers pour vendre leur eau de manière complètement informelle le plus souvent. Donc, il y a toute une économie en fait informelle qui se développe avec une multitude d'échelles de la personne la plus riche qui a le réservoir d'eau et plusieurs citernes à celui qui a juste une petite citerne qui transporte avec une brouette par exemple pour vendre de l'eau. Et j'ajoute que cette eau qu'ils achètent revient assez cher, même très cher, me disait-il. Et donc, en fait, ça va entraîner des nouveaux usages d'économie de l'eau, et notamment, par exemple, mettre des réservoirs quand il pleut pour stocker l'eau ou laver le linge sur les berges en fait, des rivières qu'il y a en milieu périurbain, ce qui change aussi tout le paysage urbain puisqu'ils aménagent les berges pour pouvoir en fait à nouveau utiliser l'eau des rivières. Alors, ma question, Johan, elle porte en fait un peu sur cette économie informelle. C'est-à-dire que ce que je me demandais, c'est, tu as bien montré que l'usage des instruments des politiques hydriques est pas réductible à la division publique-privée et qu'il y a une multitude en fait, d'institutions qui est en charge de la gestion de l'eau. Et ce que juste que je me disais, c'est est-ce qu'il y a une place dans ton étude à tout ce qui relève de l'informel, du marché noir, de la contrebande, ou peut-être qu'il n'y a pas. Voilà, c'était la première question. Et l'autre question qui fait le pont avec la deuxième présentation, c'est que je sais que dans ton étude, tu prends des distances par rapport aux approches de la géographie critique. Donc, je voulais savoir si tu pouvais un peu développer cet aspect-là, cette distance par rapport à la géographie critique. Donc, peut-être je pose l'ensemble des questions et vous répondez après. Ou tu veux répondre tout de suite, Johan? Je regarde le temps.
mais très Euh, brièvement que j'ai le temps de poser des Ouais, questions. je réponds tout de suite. Alors, tu veux me poser un vrai problème, hein. Euh, alors, l'informel, on ne l'a pas observé, mais je pense que c'est des contextes très différents. La Californie et l'Arizona, l'informalité, enfin, on ne l'a pas vue. Elle doit peut-être exister, mais il me semble qu'elle n'est pas comparable au contexte dont tu parles, même si je méconnais tes contextes, mais enfin, du peu que je connais, il me semble que c'est pas comparable. Donc, je ne connais pas. Deuxième question. Alors, la géographie critique, je ne peux pas répondre rapidement parce que je vais faire l'encher. Alors, je ne vais pas répondre, je vais juste dire que la géographie critique que j'ai lue, qui est vraiment pas du tout toute la géographie critique, sur certaines questions, elle met beaucoup l'accent sur certaines idées un peu figées pour moi, qui sont le néolibéralisme, l'emprise d'une idéologie qui emporterait toute la gestion hydrique. C'est-à-dire, c'est un peu mono-explication et un peu figé. C'est-à-dire sur des grands concepts comme l'État néolibéral, etc. Et du coup, ce que moi j'ai vu et ce que j'essaie de défendre, c'est que on est loin d'une idéologie qui importerait la gestion hydrique. Hein, c'est un peu plus complexe que tout ça. Hein, c'est pas une question public-privé, c'est pas une question droite-gauche, c'est pas une question État néolibéral, non néolibéral. Dans les contextes que j'étudie, ça joue, mais franchement, c'est loin d'être l'explication qui permettrait de comprendre beaucoup des choses qu'on observe, notamment l'écologisation des politiques hydriques. En Arizona, État républicain et conservateur depuis toujours. Ben, merci. Euh, donc, je passe maintenant à une question que je voudrais poser donc à Alexandra et Victor par rapport à la tenure foncière particulièrement. Donc, moi, je travaille donc je dis, je suis anthropologue et je travaille dans le Nord Potosí, plus particulièrement de Bolivie. En fait, auprès de sociétés Aymara, autochtones Aymara. Et c'est une zone qui a deux particularités. La première, c'est que c'est une région des hauts plateaux andins qui s'étend à 3600 mètres d'altitude. Et en fait, c'est une zone aride avec des épisodes de sécheresse fréquents. Et en plus, exacerbée ces dernières années, justement sous l'effet du dérèglement climatique. Par exemple, lorsque je m'y suis rendue l'an dernier, en février, normalement, c'est la fin de la saison des pluies. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, il n'avait pas encore plu, alors que normalement, la saison des pluies commence au mois de novembre. Donc, c'était une catastrophe pour les récoltes qui s'annonçaient fin février, où il n'y avait pas eu une goutte de pluie. Les récoltes s'annonçaient catastrophiques. Ce qui est intéressant, c'est que disons, les effets délétères en fait du dérèglement climatique ont généré des conflits autour de l'eau et notamment des conflits fonciers. L'autre particularité de ce terrain où je travaille, donc c'est la tenure foncière. Ce sont des territoires autochtones puisque les personnes sont organisées en Aïlou, ça s'écrit A-Y-2-L-U, qui sont donc des territoires aymara autochtones, avec une particularité, c'est que depuis la réforme agraire de 1953, la terre appartient à ceux qui la travaillent. Donc, la terre appartient à ceux qui la travaillent, c'est la première règle, et ce qui fait que la propriété est uniquement collective. Donc, en fait, les personnes ne peuvent pas faire hériter leurs terres ni les vendre sans l'accord, en fait, de tous les membres de l'ALO qui décident de manière collective s'ils sont d'accord pour qu'il y ait une vente ou pour qu'il y ait que les terres puissent être héritées. Donc, il n'y a pas de propriété privée, uniquement une propriété collective. Si je dis ça, c'est parce que avec le dérèglement climatique, les parcelles, en fait, donc les familles, en fait, ont l'usufruit, en gros, des terres. Elles sont pas propriétaires, mais elles en ont l'usufruit. Et avec le dérèglement climatique, eh bien, les parcelles qui sont plus près des rivières sont convoitées, particulièrement pour l'abreuvage des animaux, pour l'irrigation, ou tout simplement s'il y a besoin de faire un forage d'un puits, c'est moins profond, donc c'est moins coûteux. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est progressivement des tensions, voire des conflits, euh, des divisions, en fait, entre ceux qui veulent rester à la propriété collective et ceux qui veulent passer à la propriété privée, en fait, et donc qui demandent des titres de propriété privée de leurs parcelles pour pouvoir, en fait, acheter des terres ou faire hériter leurs enfants
qui ont migré et qui, parce que la terre normalement appartient à ceux qui la travaillent, ne peuvent pas en fait être bénéficiaires de ces terres puisqu'ils sont partis, ils ont migré dans les zones urbaines. Donc, en passant à la propriété privée, ça leur permettrait de contourner cette loi et de pouvoir notamment transmettre aux enfants qui ont migré des terres. Et ce qui est plus intéressant, c'est près de l'eau. Et on l'a vu avec le confinement et l'épidémie du Covid, où les personnes en zone périurbaine ont pris conscience de la valeur de ces terres dans leur territoire d'origine. Alors, en fait, enfin, c'est pas une digression, mais cette présentation pour vous demander parce que si en fait, les sécheresses n'ont pas aussi généré des conflits ou des tensions entre les différentes formes de tenure des terres qui, vous l'avez montré, sont assez plurielles, si j'ai bien compris. Il y a celle héritée de la révolution agraire aussi, les traditionnels échidos. Il y a l'influence de la présence des Ménonites, l'agriculture qui devient représentative. Donc, est-ce que ça, voilà, généré des conflits? Alors oui, 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 oui. Les premiers travaux que moi j'ai fait dans cette partie du Mexique, il y a une dizaine d'années, alors c'était pas dans la Laguna de Bustillos, mais il y avait aussi des communautés ménonites et on utilisait déjà l'expression de guerre de l'eau parce qu'il y avait des affrontements entre, alors il y avait des affrontements entre agriculteurs, exploitation de mines, mais aussi agriculteurs et ménonites, notamment un groupement d'agriculteurs qui s'appelait le Barzón et jusqu'à des affrontements violents, donc jusqu'à mort d'homme. Hein. Donc il y a eu effectivement donc des problèmes à un moment donné dans un autre secteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les Ménonites, je suis passée très très vite, mais lorsque ils sont arrivés en 1922, en fait, ils sont arrivés à la demande du gouvernement Obregón, du gouvernement mexicain, pour venir renforcer cette agriculture qui, après la Révolution, était défaillante. Et on leur a offert beaucoup de facilités, et notamment l'accès à l'eau dès les années bon, il y a un texte hein, de droit qu'on leur a attribué et notamment ce droit à l'eau qui n'a jamais été enfin qui dès qu'on a essayé de le remettre en question dans le cadre de la loi sur l'eau a été un moyen entre guillemets de chantage de cette communauté pour dire on a un point important dans l'économie agricole du pays, si vous nous retirez ces droits on part. Et d'ailleurs une partie de cette communauté est partie notamment en Bolivie, enfin pour d'autres questions parce qu'ils étaient plus recentrés sur leur pratique, mais ça a été à plusieurs moments un levier pour maintenir des droits. Et là, notamment, récemment, il y a beaucoup de problèmes par rapport au coût de l'électricité qui est directement lié en fait à l'exploitation dans les puits profonds. On a besoin de cette électricité pour extraire l'eau de ces puits profonds et il y a toujours des facilités qui sont données à ces communautés ménonites. Alors, je sais que c'est un sujet sensible parce qu'il faut, voilà, par rapport aux liens qui sont en train de se créer justement par rapport à cette nouvelle gestion sur l'eau, il faut y aller de façon très avec beaucoup de précautions parce que justement comme l'a expliqué Victor, à un moment donné, il suffit de peu de choses pour qu'il se replie et se retire des processus de concertation. Donc voilà, il faut faire parfois avec. Moi, j'ai assisté à une réunion en janvier où en une réunion donc cette observation participante d'un comité de Riego où il y avait des représentants ménonites et de voir la posture qu'ils avaient vis-à-vis de la non-reconnaissance du changement climatique. Ils n'acceptent pas le changement climatique, non, ça n'existe pas. La ressource en eau, enfin voilà, ils ont tout un tas de croyances enfin, vous pourrez rajouter des choses éventuellement, mais c'est quelque chose qui est et cette posture où oui, je me souviens, moi ça m'a frappé. Et dans une phrase, il a dit au moins 20 fois cuidado. Vamos, le représentant ménonite, cuidado, cuidado. Il voulait rester prudent par rapport à tous les commentaires qu'on pouvait faire, par rapport à toutes voilà. Donc c'est bon. Actuellement, non, la Laguna de Bustillos, non, il n'y a pas de guerre. Tension, non, parce que il y a des accords, mais il y a, moi je dirais, une très forte inégalité. Alors, c'est mon point de vue français qui observe ce territoire, l'inégalité à l'accès, l'inégalité d'usage, avec des conséquences environnementales aussi qui sont très fortes. Enfin, j'ai tellement de choses à dire que j'ai essayé de condenser et je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Peut-être pour répondre ça va un peu dans ce sens, donc peut-être à ce moment-là, Victor répond.
une question, donc je prends les questions dans le chat et nous, après, on pourra poursuivre après. Est-ce qu'il y a une récupération politique de la thématique de l'eau au Mexique par un parti politique, par exemple? Ah, Et il y a une autre question qui ressemble un peu à celle que j'ai donnée. Est-ce qu'il y a des mouvements sociaux autour de cette question, comme ça peut être le cas dans les pays andins? hay una recuperación política de este tema del agua. En el contexto de, sí, sí, parce que les élections sont aussi. Sí, claro. De hecho, algunos partidos políticos usan el agua como bandera para poder tener mucho mayor cantidad de votos o mayor cantidad de este, pues, personas que comulguen con sus ideas, pero generalmente la cuestión política nunca va acompañado de una sólida propuesta técnica. Solamente alarman de repente a la gente para poder conseguir votos. Y eso es lo que nosotros realmente tratamos de evitar la cuestión política en estos comités de cuenca, ni que se contamine con políticos de nuestro país para tratar de quitar gente que realmente no nos dé puntos correctos hacia el manejo de la cuenca, sino que esa gente nos puede restar más bien al camino estos 15 años que hemos tratado de lograr esta gobernanza. Entonces sí, sí tenemos cuidado para que no nos afecte tanta la cuestión política en la región. Il y a une autre question qui est commune aux trois présentations. Comment la dureté des pénuries déplace le champ? Ah, pardon, non, je croyais le champ, je pensais à ce que disait Johan sur les champs. Le champ des acteurs et favorise les acteurs qui jouent sur le marché, guidés par la rentabilité et l'innovation. Que s'est-il passé entre 2016 et aujourd'hui? Laurent, j'y vais. Mm. Alors, comme je disais dans les chats, hein, est-ce que je réponds en espagnol pour Victor? Parce que les pauvres, ils ne pigent rien, non? Non, bon, vous me dites. Euh, Et ce qui s'est passé depuis 2016, malheureusement, je ne sais pas parce que je suis parti sur d'autres projets de recherche et je n'ai plus investi les terrains américains. Alors, les champs, comme je disais dans les chats aussi, la pénurie d'eau, enfin, la manque de disponibilité ou la moindre disponibilité d'eau, comme j'essaie d'expliquer, il ne déplace pas les champs. C'est un élément de plus qui va faire jouer ou qui va être approprié par les agents du champ pour jouer les luttes qui se jouent dans ces champs. Mais il ne les déplace pas. On a eu... La seule chose qui se déplace, c'est qu'il va forcément, il va y avoir des modifications, j'essaie de les expliquer. Et notamment, je n'ai pas eu le temps, c'est que des nouveaux savoirs vont pénétrer les champs. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin, des fois, pour s'adapter, les opérateurs, pour faire bonne figure, bah, ils vont mobiliser d'autres savoirs. Par exemple, les économistes dont j'ai parlé, ils ont été mobilisés dans les années 80 suite à la dernière sécheresse. Pourquoi? Bah, parce que les gouvernements fédéraux a dit on ne finance plus des grands projets hydriques. Et comme on n'en finance plus des grands projets hydriques, ils ont dû se démerder. Et ils ont dû trouver une ruse. Et donc les champs s'est déplacé, la sécheresse a provoqué des mouvements d'acteurs et forcément des savoirs qui ont pénétré les champs et qui sont jusqu'à présent actifs. C'est pour ça qu'on a un marché de l'eau conservationniste qui s'est déployé. C'est pas par hasard. C'est parce que la dernière sécheresse à la fin des années 80 a permis la rentrée, l'accès des nouveaux savoirs qui a bougé les choses jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que ce qui se passe depuis 2016, il y a des nouveaux savoirs qui vont pénétrer ces champs et qui vont à terme à nouveau modifier ce qui se passe sur la gestion hydrique. Merci Joanne. Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Honnêtement, je ne sais pas quoi répondre. Je ne connais pas assez le système d'acteurs de la Laguna. Et je ne suis pas sûre que Victor ait compris la question. Es muy difícil. La pregunta es de saber que si la sequía ha provocado una evolución de, ¿cómo podemos traducir champ? El campo de los actores que ha cambiado Se ha evolucionado el pensamiento de los actores, sí. Con la sequía. Sí. Sí, miren, esta es una pregunta muy buena
porque yo siempre coloco una gráfica que le llamo el ciclo hidroilógico. Ciclo hidroilógico, que empieza, hay preocupación porque no llueve, la gente empieza a tomar medidas, algunas acciones, se reúnen, toman consensos, ¿sí? Pasa el tiempo, llueve, esos consensos, esas ayudas y todo eso desaparece, se les vuelve a olvidar, por eso es ilógico. Y vuelve a retomar de que hay sequías, hay problemáticas y y la gente trata de buscar soluciones. Pero también yo lo veo como un área de oportunidad de tratar de demostrar con datos a mucha gente que no cree aún en estos tiempos que hay un cambio climático y que las sequías son más recurrentes, las temperaturas altas son más recurrentes y eso modifica mucho sus actividades productivas. Entonces, es la parte, yo creo que de la academia, tratar de llevar ese conocimiento digerido a través de difusión para que realmente no llegue a pasar otra vez el ciclo hidroilógico y que realmente las acciones de sequía, de alarma, como las que estamos viviendo en este año o en los últimos años en el norte de México, que hay otra vez un consenso por parte de los actores, de los productores, de los empresarios, a realizar actividades de mitigación, que podamos llevar esas actividades a lo largo de los años, no solamente cuando haya años secos o años con baja precipitación o baja nieve, como aquí en su caso. Entonces yo creo que sí, las políticas, las condiciones de sequía alarman a la gente. Vuelvo a lo mismo, algunos partidos políticos o políticos la toman como bandera y hay que ser muy cuidadosos en nosotros tratar de generar pues, la información necesaria para que poder darle a la gente los datos necesarios para que se tomen las mejores decisiones. Eso yo creo que es la política que nos blindaría para que no pase este ciclo hidroilógico en determinado tiempo. Laurent, je peux juste une seconde? Oui, oui, bien sûr. Je trouve ça, je dis en español, sinon Víctor ne va pas comprendre. ¿Ok? Lo que dice Víctor es muy interesante porque lo que he intentado explicar es que las condiciones de disponibilidad hídrica más la estructura del campo ha generado a largo plazo en la región que hemos estudiado, ha generado realmente un cambio en la gestión hídrica. Hay una real ecologización, no es puntual ni coyuntural. Se ha quedado como la gestión mainstream. Es así que gestionamos el agua en la región, en las dos regiones que yo he expuesto, ¿no? En cambio, en tu caso, parece que a pesar de que la sequía debería modificar a largo plazo a los actores, los saberes, la manera de gestionar, eso no sucede. Entonces, me parece dos casos contrastados. Justamente la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué en un caso eso se ha instalado como la norma, la gestión neoconservacionista, y en otro caso no se ha movido tanto la gestión y se vuelve un poco a lo tradicional, ¿no? Me parece que es una pregunta interesante y habría que ver el sistema justamente de actores en los dos contextos para entender por qué un contexto se mueve y el otro se queda un poco anclado, ¿no? Bien, merci. Donc, je crois que c'est la fin pour la partie enregistrée et filmée. On vous remercie. Je remercie les organisateurs de l'Institut des Amériques pour cette séance.